Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans cette salle richement ornée, comme vous pouvez le constater. Donc nous aurons affaire à des stimuli non seulement auditifs, mais aussi visuels et picturaux, puisque je vous invite à contempler les tableaux qui ornent ces murs. L'INALCO étant un établissement voué à l'échange interculturel, je commencerai peut-être par souligner cet aspect et la joie que nous avons de pouvoir organiser une rencontre qui peut-être contribuera à désenclaver le domaine polonais progressivement. Hier, à quelques rues d'ici, puisque vous savez que vous vous trouvez actuellement dans l'enceinte historique de l'INALCO et l'enceinte où se déroulent les cours se trouve rue des Grands Moulins. Nous fêtions le 100e anniversaire des cours de polonais à l'INALCO. Et maintenant, j'en viens donc à souligner cet aspect, à savoir que la France a été une terre d'accueil pour la Pologne, bien évidemment. Elle a accueilli la grande émigration au 19e siècle. J'ai évoqué les cours de polonais à l'INALCO qui ont débuté, la date est importante, en 1917, c'est-à-dire à un moment où la Pologne en tant qu'État n'existait pas encore, ou plutôt plus, puisqu'elle avait disparu à la faveur des partages, ce que tous vous savez ici. Et donc la France est un partenaire privilégié, on peut dire, un horizon épistémologique également pour la culture polonaise. Néanmoins, depuis 89, nous qui vivons et ici et là-bas, nous percevons que finalement, en France, malheureusement, le rideau de fer, pourrait-on dire, n'est pas tombé entièrement. Il reste au contraire parfois, puisque si je cherche un ouvrage polonais à la FNAC, je le trouverai sous l'étiquette Russie et pays de l'Est. En France, la Pologne, c'est un pays de l'Est. Je le dis à nos amis polonais. Donc il y a un isolationnisme de la Pologne en France. Effectivement, sur le plan historique, j'ai regardé sur Amazon les ouvrages anglo-saxons parus sur la Seconde Guerre mondiale. Je me suis limité à ce domaine, enfin, j'ai regardé les autres aussi, que je connais en partie. On trouve une avalanche d'ouvrages. Alors, que ce soit Alexandra Ricci ou Norman Davies en livre de poche sur l'insurrection de Varsovie, sur Escadra Division 303, la division Kościuszko des aviateurs polonais de Grande-Bretagne, plusieurs ouvrages sur Krystyna Skarbek, donc, qui était à la fois d'origine juive et polonaise, fille d'un comte polonais, est devenue l'espionne privilégiée favorite de Churchill. Plusieurs ouvrages aussi, plusieurs ouvrages sur le martyr polonais durant la guerre, etc., etc. Tous ces ouvrages sont parus dans les années entre 2004 et 2011 et en livre de poche. C'est une véritable avalanche. Sur l'ours Wojtek qui a accompagné l'armée Anders, le livre sur l'armée Anders de Norman Davies, etc. Comparé à ça en France, rien du tout, ou presque, mais rien, en réalité, concernant ces aspects que je viens d'évoquer, rien du tout. Donc, il y a ici un problème d'ordre structurel. Moi-même, je suis un spécialiste de littérature. Je n'aime pas ce mot spécialiste. On ne peut pas être spécialiste de littérature. Mais bon, je m'intéresse essentiellement à la littérature. Néanmoins, dans le sillage des travaux d'Antoine Prost et récemment d'Ivan Jablonka, sur lequel l'une de nos étudiantes présente ici, Marjorie Pisani, dans son travail de mémoire, avait réaliser un chapitre, donc Ivan Jablonka, ou un ouvrage paru en français consacré à une romancière témoin de l'histoire, Anna Langfuss, ont fait le lien entre l'histoire et la littérature. Bien évidemment, on se rend compte que les historiens adoptent un mode d'écriture qui est aussi emprunté à la littérature, donc il ne faut pas séparer ces deux domaines. Et justement, je pourrais multiplier les exemples, mais je me limiterai à ceci. C'est-à-dire qu'en France, on ne trouve dans les librairies, c'est-à-dire le lecteur français ne trouvera dans les librairies ni la trilogie de Sienkiewicz, ni la poupée de Proust, ni l'avant-printemps de Géromski. Alors la question n'est pas de savoir si la culture polonaise est grande ou pas. La question n'est pas là du tout. La question est de savoir si nous avons accès aux sources.
si nous avons accès aux textes sources, aux institutions qui s'occupent de gérer certains domaines, etc. C'est pour ça que la rencontre d'aujourd'hui est tellement importante, parce qu'elle vient combler un manque. En France, de même, des noms tels que Julian Tuwim ou Kazimierz Wierzyński, ou les poètes de l'insurrection de Varsovie, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy ou Władysław Broniewski, géant lyrique révolutionnaire du XXe siècle, continuent d'être ignorés, au point qu'on méconnaît jusqu'au rôle qu'ils ont joué sur la scène de l'histoire européenne par-delà leurs écrits. Je veux dire par là que non seulement les textes ne sont pas disponibles, mais en plus, on ne sait même pas que de tels personnages symboles ont existé, les poètes de l'insurrection de Varsovie. Bien évidemment, je ne jette pas la pierre à nos amis français, je n'incrimine personne, je n'estime pas que quelqu'un est coupable d'un tel état de choses, je constate simplement un fait et je vous propose d'y remédier dans la mesure de nos modestes moyens. Je signale moi-même, alors j'ai écrit en français 2 ouvrages, l'un qui s'appelle « Exil et modernité vers une littérature à l'échelle du monde », Gombrowicz, Herling, Miłosz, qui parle alors du phénomène de l'exil à travers la création, mais dans une échelle mondiale, pour montrer l'ouverture de la culture polonaise sur le monde, et inversement l'enracinement à travers le plus grand romancier polonais Wiesław Myśliwski, construction du récit romanesque chez Myśliwski, où j'explore la dimension philosophique de cette écriture textuelle qui allie textualité et oralité dans un rapport continu à l'autre. Wiesław Myśliwski, donc l'ouvrage est paru en polonais aussi aux éditions Znak. Donc c'est sans doute le plus grand romancier polonais de l'époque, enfin actuellement, et il est un quasi inconnu en France. Je dis quasi inconnu, je ne développe pas. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. C'est un petit peu en ancien enseignant, et c'est un souvenir d'ancien combattant presque, puisque moi j'ai eu le privilège d'enseigner dans cette maison l'histoire de la Pologne, dans la salle du rez-de-chaussée en bas. Ça se passait de 66 à 77. Voilà. Donc, j'ai eu le privilège de connaître des gens, des Polonais, qui ont été de grands résistants, qui ont également passé par les camps. Et je voudrais ici évoquer 3 noms de cette maison, de l'enseignement du polonais. D'abord, hier, vous avez consacré toute une séance avec un film à Zygmunt Lubitsch-Zaleski, dont je ne reviendrai pas dessus, me rappellerai quand même que ce cours qui a commencé en février 17, en fait, était déjà programmé en décembre 16 avec Paul Boyer. J'ai retrouvé les documents qui le concernent chez nous à la bibliothèque polonaise. Mais vous savez également, vous l'avez su hier, que Zygmunt Lubitsch-Zaleski, outre l'organisation de la résistance des Polonais autour du lycée près de Grenoble, de Villard-de-Lans, a également joué un grand rôle dans la résistance éparpillée dans la France libre autour des centres universitaires et en particulier autour des centres, autour des lecteurs qu'il a maintenus. Et c'est un petit peu à cela que je voudrais faire référence. Donc, Zygmunt Lubitsch-Zaleski, vous savez donc su hier qu'il a été emprisonné, pris à Grenoble, mais il y avait quelqu'un d'autre qui était avec lui à Grenoble également et que je voudrais ici évoquer parce qu'il a été parmi ses premiers élèves, c'est Annie de Montfort. Annie de Montfort qui a fait du polonais ici, parmi les premières étudiante de polonais, non seulement de Zaleski, mais encore de Mme Grabowska à l'époque, et qui a été d'autant plus étonnante comme première polonisante, parmi les premiers polonisants, qu'elle était d'origine arménienne. Nous sommes dans la mémoire de l'Europe, n'est-ce pas, et des Arméniens. Elle était d'origine arménienne, née en France, d'une famille d'Arméniens venus en France dans les années 90. Elle s'est intéressée à la Pologne et aux Polonais par une de ses amies qui s'appelait Marietta Martin, autre nom de la résistance, très important. Marietta Martin, qui était elle-même sœur d'une secrétaire du BIT à Annie de Montfort, qui devient l'épouse de quelqu'un qui sera un grand ami de Zaleski. Et
en même temps directeur des services de l'Institut de France. Ça a joué un grand rôle durant la Seconde Guerre mondiale, puisque les époux de Montfort ont servi et de couverture. D'abord, ils ont protégé beaucoup des trésors de la bibliothèque polonaise qu'ils ont cachés à l'Institut de France, mais leur maison servait également de lieu de rencontre et de lieu de cours clandestins de Polonais. Ils étaient eux-mêmes dans la résistance française, puisqu'ils ont été les cofondateurs du mouvement La France continue. Mais Annie de Montfort était en outre agent de liaison pour le POWN entre Paris et Grenoble. Et c'est comme ça, lorsqu'elle est venue une fois, normalement chercher des fonds, de l'argent qui arrivait à Grenoble via l'Espagne, qu'elle a été prise en même temps que Zaleski. Elle-même passera, si Zaleski rentre de Buchenwald, Annie, elle, ne rentrera jamais de Ravensbrück. Elle sera déportée dans le grand convoi 175 de janvier 1944 avec 959 autres femmes, et elle mourra au Révire en novembre 1944, laissant 4 enfants par ailleurs. Donc je crois que ce souvenir était nécessaire un petit peu pour nous tous, parce que c'est une grande figure de la résistance, une ancienne élève d'ici, et pour nous, à la bibliothèque polonaise, c'est également un nom. Et je dirais maintenant très rapidement en français, le troisième nom que je voulais évoquer, c'est Maria Wisti. Maria Wisti, qui a été à la fois une des lectrices, des fameuses lectrices de polonais, arrivée en France en 1940, recrutée par Zaleski comme lectrice à Montpellier, et en même temps, dans le mouvement de résistance de la Croix-Rouge polonaise d'aide. Et il y a dans cette aide, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, les Polonais d'origine juive, citoyens polonais juifs, qui seront également des gens qu'on essaie de cacher et d'aider également à passer hors de France. Et c'est dans le cadre de ce mouvement qu'elle sera prise en 1944 avec Godlewski, avec ce qui restait de la Croix-Rouge polonaise, absolument surveillée de près et pistée, et déportée à Ravensbrück, dont elle s'échappera en janvier 1945, reviendra en France et choisira donc de rester en France. Une première partie de sa carrière, d'ailleurs, elle essaiera de miser sur la PAO telle qu'elle existait au début, avant d'être complètement contrôlée par le régime communiste. Puis ensuite, elle rompra avec la panne de la rue Lauriston, pour devenir professeure à partir de 1952, pour devenir d'abord lectrice ici, en 1952, et devenir ensuite professeure. Je voulais évoquer ces 3 noms, et peut-être, pour terminer, abonder dans le sens de Piotr sur l'abîme qu'il y a sur la connaissance de la Pologne. J'en ai eu l'expérience à mes propres dépens lorsque j'ai réédité Karski en 2010. On a pu le rééditer grâce au phénomène Henel. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est parce que Henel a édité son livre que nous avons pu rééditer le vrai Karski. De rééditer donc le bon témoignage devant le monde. Mais je sais, j'ai eu la chance de le caser chez Lafon, je puis souligner que depuis Lafon a vendu, très bien vendu, le livre à différents. Les premiers à l'avoir traduit, c'est les Allemands. Ensuite en Angleterre, ensuite en espagnol, en portugais et même en japonais. Mais ce que je voudrais souligner, c'est ce qui m'a, disons, frappé de la difficulté que nous avions eue à organiser la diffusion du livre. Et les services de diffusion de chez Lafon me disaient, vous savez, la Pologne n'est pas très aimée. Je me permets de vous dire, je pense que M. Potel le sait aussi, la Pologne n'était pas très aimée, la Pologne n'était pas toujours très appréciée. Et bien sûr que la manière dont je l'ai édité et la façon dont j'ai essayé de faire valoir le personnage n'était pas nécessairement du goût de M. Lanzmann, il me l'a d'ailleurs dit gentiment, c'est quand même bien entendu, mais ça n'a pas été nécessairement
une brèche ouverte dans les ignorances sur la Seconde Guerre mondiale, sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup à faire. Voilà. Et à propos également de nos amis allemands, de nos mémoires, lorsqu'il y a eu la traduction en allemand, une excellente maison d'édition allemande, ils m'ont téléphoné, très intrigués par quelque chose que nous retrouverons avec Réaumont. Ils m'ont dit, des enfants polonais qui ont été également gazés, mais c'est pas possible. Alors je leur expliquais ce qu'étaient les enfants déportés de la région de Zamość. Et comme elle insistait beaucoup, elle était gentille d'ailleurs, cette dame, elle voulait surtout se renseigner. Je lui dis oui, vous savez, des petits Ariens avec des yeux bleus et des cheveux tout blonds. C'était un petit peu pervers de ma part, mais enfin elle a compris. Voilà, c'était quelques éléments comme cela que je voulais vous donner. Et